Je vais commencer par une introduction générale sur ce qu'est la biopréservation. Donc, c'est une méthode de conservation qui utilise des souches bactériennes ou leurs métabolites pour améliorer ou maintenir la qualité microbiologique d'un aliment. Donc, soit en retardant la croissance de bactéries d'altération, soit en inhibant la croissance de flores pathogènes. Et tout ceci sans affecter les propriétés organoleptiques du produit. Donc, pourquoi on utilise la biopréservation ? Dans un premier temps, pour respecter la réglementation européenne. En d'autres mots, ça va nous permettre de diminuer le risque de mettre sur le marché des produits qui sont contaminés en flore pathogènes ou qui présentent de fortes concentrations de bactéries altérantes. Donc ça va nous permettre de diminuer les pertes causées par l'altération des produits. Et ça peut nous permettre aussi d'atteindre la même durée de vie, mais en réduisant d'autres barrières comme le sel ou certains conservateurs. On l'utilise également pour allonger la durée de vie d'un produit et pour apporter une barrière supplémentaire en cas de rupture de la chaîne du froid. Et enfin, ça peut nous permettre de réduire l'intensité de traitement thermique, donc de préserver les nutriments, les vitamines dans un aliment. Donc, il y a deux domaines d'application, donc un qui est plus récent que l'autre. Dans les produits fermentés traditionnels, donc on utilise des flores lactiques comme flore de biopréservation de manière ancestrale, dans les saucissons, les choucroutes, etc. Plus récemment, dans les produits non fermentés, conservés et réfrigérés, et notamment dans une gamme de produits qu'on dit prêts à consommer, qui sont généralement conservés sous vide ou sous atmosphère modifiée. Alors, il existe différentes stratégies pour biopréserver un aliment. Ce n'est pas exhaustif, mais je vais vous présenter les principaux. Donc, soit on ajoute une substance antibactérienne comme des acides organiques, des bactériocines ou des enzymes, sachant que pour les bactériocines, actuellement, seule la lysine est autorisée dans certaines catégories de produits, et en particulier les produits fromagers. Donc, on peut également ajouter des extraits naturels de plantes, comme le romarin, qui est le plus employé, et qui sont considérés comme des additifs. On peut également ensemencer volontairement des cultures dans l'aliment ou ajouter des phages. On va faire un focus sur les cultures protectrices. Donc, qu'est-ce qu'une culture protectrice ? C'est une préparation qui va contenir des bactéries vivantes ou les résidus qu'elles produisent. Et il existe différents critères pour sélectionner une culture protectrice. Dans un premier temps, il faut qu'elle soit capable de croître à des températures de réfrigération, qu'elle soit capable d'inhiber les flores d'intérêt, c'est-à-dire les flores pathogènes ou d'altération, et sans pour autant avoir un impact néfaste sur les qualités organoleptiques du produit. Donc, par exemple, une flore qui va être trop acidifiante n'est pas souhaitable. Comment elles vont fonctionner, ces flores ? Alors, il y a différents mécanismes qui existent. Soit la compétition spatiale, c'est-à-dire que la flore dominante, quand elle atteint sa phase stationnaire de croissance, va bloquer la croissance des autres flores en présence. Et il y aura compétition pour le substrat qui est disponible en quantité limitante, ce qu'on appelle l'effet Jameson. Il peut aussi s'agir d'une compétition nutritionnelle, donc c'est-à-dire que la flore la mieux adaptée, finalement, va consommer le substrat qui est présent en quantité limitante et va entraîner l'inhibition de la croissance ou l'arrêt de la croissance des autres bactéries. Les cultures peuvent également agir en synthétisant des composés inhibiteurs comme le peroxyde d'hydrogène qui va affecter la membrane cellulaire, le CO2, donc qui va créer une atmosphère anaérobie qui va être toxique pour des bactéries aérobies strictes. Également la production d'acides organiques qui vont être plus inhibiteurs quand ils sont produits dans des aliments à pH acide, plus acides. Également la production de bactériocines qui peuvent avoir un effet bactéricide ou bactériostatique en affectant la membrane cellulaire. Donc, quid de la réglementation par rapport à l'utilisation des cultures ? Alors, il y a un vide juridique actuellement. Donc, il n'y a pas d'interdiction d'utilisation des cultures en France. Et en ce qui concerne les produits de charcuterie, il faut cependant rester en accord avec le code des usages. En tout état de cause, les cultures qui sont utilisées doivent respecter certaines règles.
Et notamment, soit elles doivent être reconnues sécuritaires par l'usage, c'est-à-dire l'usage ancestral de la culture, soit être présentes sur la liste QPS pour Qualified Presumption of Safety, c'est-à-dire ce sont des souches présumées sécuritaires de par les données scientifiques qui sont disponibles. Donc c'est une liste qui est établie par l'EFSA tous les ans et actualisée tous les ans. Quoi qu'il en soit, cela reste du ressort du producteur de ferments qui commercialise ces souches. Malgré l'utilisation donc, de cette biopréservation, le producteur d'aliments ne doit pas baisser la garde et donc continuer à être autant efficace sur les bonnes pratiques d'hygiène en entreprise. Ce n'est pas une méthode de substitution. Alors, je vais présenter quelques applications dans les filières alimentaires. Dans les produits carnés fermentés, de manière ancestrale, on utilise des ferments technologiques qui sont généralement des flores lactiques ou des staphylocoques, comme pour la fabrication des saucissons, et qui vont avoir une action inhibitrice à l'égard de flores pathogènes. Par contre, dans les produits carnés non fermentés, donc pour les applications plus récentes, on utilise des ferments commerciaux disponibles, on ne développe pas de nouveaux ferments, qui vont avoir soit une action cible contre des bactéries pathogènes, soit contre des flores d'altération. Donc ces cultures sont utilisées soit par pulvérisation, soit par ajout directement dans la mêlée des produits. Et les exemples d'applications sont assez nombreux, on va y revenir après avec des exemples d'étiquetage. Et on peut avoir des applications sur des jambons cuits, sur des saucisses fraîches, sur des saucisses pâte fine, etc. Alors, le moyen de valider l'efficacité de l'utilisation d'une culture commerciale sur une cible telle que Listeria monocytogenes est la réalisation de tests de croissance. Donc ici, vous avez par exemple l'évolution de la croissance de Listeria dans des chipolatas conservés sous film à 4 degrés pendant 7 jours. Donc le témoin en bleu et l'essai en violet. Donc on voit qu'au bout de 7 jours, on a une différence d'un log de la croissance de Listeria dans le produit biopréservé. De la même manière, dans du jambon cuit tranché et conservé sous atmosphère modifiée pendant 35 jours, donc le batch 1 qui correspond au lot 1 correspond au produit non préservé et le lot 2 correspond au produit biopréservé. Ici aussi, on a un différentiel de plus d'un log au bout de 35 jours de durée de vie. Et un dernier exemple sur des saucisses à pâte fine, sur votre gauche. Donc là, on a l'évolution de la croissance de Listeria dans le produit biopréservé, donc 3 répétitions. Donc on montre qu'on a un potentiel de croissance négatif, donc on a une efficacité de l'utilisation du ferment. Alors que normalement, sur ce type de produit, qui présente des caractéristiques physico-chimiques très propice à la croissance de Listeria, comme le montre la simulation faite sur SimPrevious, qui montre, pour les caractéristiques rentrées, comme Sabine l'a présenté ce matin, une probabilité de croissance bien supérieure à 90%. Je vais présenter maintenant quelques exemples d'étiquetage sur des produits commercialisés en France. Donc les cultures protectrices sont utilisées par exemple dans les salades traiteurs, dans des produits aussi carnés tels que des magrets de canard, des saucisses pâte fine ou du jambon cuit. Et pour ces produits, le ferment est indiqué dans la liste des ingrédients. Donc différents produits, cultures protectrices commerciales sont disponibles, notamment le ferment BLC48 qui a une application spécifique pour les produits carnés cuits et saumurés. Donc c'est une culture qui est commercialisée par Hansen et qui a pour cible l'inhibition de la croissance de Listeria et de la croissance de flores d'altération. À noter que cette culture donc de Lactobacillus curvatus a récemment reçu le statut GRAS aux États-Unis qui correspond à l'équivalent QPS européen. Enfin, quelques exemples d'étiquetage de produits commercialisés à l'international, notamment la laitue aux Pays-Bas. Donc, aux Pays-Bas, la législation dit que Listeria est autorisée à partir du moment où on peut montrer une absence de croissance. Donc là, le ferment est utilisé pour lutter contre la croissance de Listeria.
Dans des steaks hachés en Espagne, là, le ferment qui est utilisé a pour cible la croissance de Listeria et pour objectif aussi d'augmenter la durée de vie du produit. Et les lardons en Allemagne, où le ferment est utilisé également pour une maîtrise de la croissance de Listeria. Donc en Allemagne, il y a un critère microbiologique qui existe par rapport à la flore lactique, sauf si on utilise une culture, on ajoute une culture protectrice, donc ce qui autorise implicitement l'usage des cultures de bioprotection.